Salut, c'est Franck Taluto. Je vous propose aujourd'hui un épisode hors série pour parler foot avec un supporter des Verts. Connu du grand public depuis ses passages dans le jeu télé de Nagui Tout le monde veut prendre sa place, Dominique Bréard est effectivement un amoureux de l'AS Saint-Etienne, dont il chronique régulièrement le quotidien dans les colonnes du But Sainté. Dessous de Verre hors série numéro 5, c'est parti. Bonjour Dominique. Bonjour Franck. Je le disais en introduction, le grand public t'a découvert il y a une dizaine d'années avec tes victoires au jeu de France 2, Tout le monde veut prendre sa place. Et à cette occasion, on a appris aussi que tu étais un grand supporter de l'AS Saint-Etienne, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors ma première question, elle est assez simple. J'ai lu que tu étais né en 1967. Est-ce que du coup cette passion est venue avec l'épopée européenne des Verts à ce moment-là ? Exactement. À l'époque, en fait, je suis né au Aulnay-sous-Bois et j'étais à l'école à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, pour ceux qui connaissent pas. Et à cette époque-là, c'était le 16 mars 17 mars 76, quelque chose comme ça. Il y a eu un certain Saint-Étienne-Kiev. Mais à l'époque, moi, j'entendais des gens dire allez les Verts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je dis mais de quoi vous parlez comme ça? Et donc ils m'ont expliqué la situation et ce qu'il y avait un club ce soir qui allait jouer un match retour de Coupe d'Europe. Donc ils étaient obligés de m'expliquer limite ce que c'était que le match retour, que la Coupe d'Europe, que le football. Hein, on est à peu près là. Et à ce moment-là, moi j'étais ce mercredi soir-là, je dormais à l'école et on n'avait pas du tout accès à la télé. Et le jeudi matin, j'ai entendu que l'exploit il avait été accompli, notamment avec ce but de Rocheteau, perclus de crampe pendant les prolongations. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai suivi les Verts et ça ne m'a plus jamais quitté. Les personnes qui vous connaissent savent déjà, c'est que vous êtes non-voyant de naissance. Tu avais quel rapport avec le football avant cet événement-là ? C'était quasiment zéro. Hein. Mon père, il regardait, mais moi, je suivais pas avec lui. Et c'est vraiment Saint-Étienne qui m'a fait naître au football. Hein. Et de toute cette épopée européenne, est-ce que tu as un souvenir, un match en particulier ? Oh ça reste quand même parce qu'après j'ai tout revisionné et ça reste effectivement ce match contre Kiev avec les commentaires de Thierry Roland et Bernard Père. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'apparemment il était diffusé à l'époque avec 3 chaînes et il était diffusé sur 2 chaînes sur 3. Donc j'ai pu suivre, je me suis amusé à regarder la version Antenne 2, à l'époque ça s'appelait comme ça, l'ancien France 2, et la version TF1. Donc TF1 c'était Cangioni et Jean Rénal, et puis la version Antenne 2. Et Thierry Roland, il est au sommet de son art, quoi. À ce moment-là, il a des commentaires qui sont très très proches du commentaire qu'il va faire bien plus tard en 1998 quand la France va gagner la Coupe du Monde. Et moi, c'est Rocheteau qui me marque particulièrement parce que on a le sentiment qu'il est assis par terre dans la surface de réparation, qu'il y aura plus rien à en attendre, qu'il est cramé. Et en fait, non, il va marquer le but, le 3e, c'est hallucinant. C'est le joueur que tu préférais à ce moment-là ? Ouais. C'est quelqu'un, je sais pas pourquoi, hein, je l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un qui est assez inspirant, dont je me sens très très proche. Parce que il a ce côté faux calme comme ça que je peux un petit peu avoir aussi, avec un ton quand il parle, un ton très très posé, mais en fait ce type avait une explosivité absolument incroyable et en plus finalement il est resté, même si après il a joué ailleurs, il est revenu, il est resté très fidèle à la SSE et forcément je lui en sais gré puisque jusqu'au bout il a été directeur sportif. Hein. C'est un mec qui aime ce club. Il y a un mot qui m'a interpellé tout à l'heure, tu as dit que tu avais visionné les matchs. Ouais. Alors forcément, c'est compliqué de te demander quelles images tu gardes de cette épopée européenne et puis des décennies suivantes, mais peut-être est-ce qu'on peut parler de sensations ? Ouais, c'est très fort dans l'émotion. Hein. Déjà parce que le public aide beaucoup pour ça. Le public de Geoffroy Guichard, c'est incroyable. Mais aussi parce qu'à l'époque, je sais pas, c'était très sensible.
on vivait complètement les matchs, on les ressentait et surtout on avait le sentiment que, je sais pas, moi j'ai toujours eu le sentiment que les joueurs ils étaient près de moi quoi, quand ils jouaient. Et même encore maintenant ça m'arrive dans des situations très très précises. Je peux presque ressentir si s'il va y avoir quelque chose. Alors, ça veut dire que je suis un roi du pronostic, mais c'est pendant un match, je peux ressentir s'il va se passer quelque chose ou si rien ne va se passer ou si va être 90 minutes sans marquer de but. Ou on peut ressentir quand, je sais pas, certaines, des fois on entend des bruits de fond même quand il y a du public ou je sais pas comment expliquer ça. On ressent qu'il va se passer un truc, qu'il y a une émotion, qu'il y a quelque chose qui se joue. Contrairement à aujourd'hui, à la fin des années 70, début des années 80, très peu de matchs étaient retransmis à la télévision. Du coup, Ouais. pour l'enfant et puis l'adolescent que tu étais, c'était quoi l'habitude? C'est le petit poste radio et on suit le multiplex. Exactement. Alors, c'était au départ, j'étais assez frustré parce que je trouvais qu'en effet, il n'y avait pas énormément de diffusion, jusqu'à ce que je découvre les multiplex le multiplex de France Inter. Alors, tout le monde parle de Jacques Vendroux aujourd'hui parce que c'est la personne que les gens reconnaissent et il le mérite. Mais moi, je pourrais aussi parler de quelqu'un comme Pierre Loctin qui est décédé maintenant mais qui avait une ferveur incroyable. Et je crois que Jacques Vendroux lui-même ne me contredirait pas s'il m'entendait, parce que il y avait tous ces journalistes-là avec les interruptions quand il y avait un but marqué. C'était absolument dingue. Et la radio, qui est obligée de tout commenter pour le coup, hein, donne donne des sensations assez phénoménales. Et d'ailleurs, je dirais aujourd'hui que bon, on connaît tous les problèmes liés aux retransmissions télé. Bah, aujourd'hui encore, moi, je suis France Bleu Saint-Étienne-Loire pour les matchs des Verts parce que c'est incomparable au niveau de ce que je peux ressentir. Je comprends que les gens aient envie de voir les images, mais moi qui de toute façon ne peux pas les voir, bah, la radio, ça reste aujourd'hui un média privilégié. J'allais te poser la question, donc tu as déjà répondu quant à ta routine. Le foot occupe une place importante encore dans ta vie? Oui, 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 c'est encore une place importante. Alors ça, je crois que c'est à la limite plus dû à quelque chose de complètement raciné et qui de toute façon ne peut pas me quitter. Euh, j'ai pas eu de difficulté à rester supporter des Verts parce que de toute façon, la fidélité était tellement là que quel qu'ait été leur parcours, même quand ils étaient à l'époque ce qu'on appelait la D2, bah, je continue à les suivre parce que c'était obligatoire. Il n'y avait même pas de questions à se poser. Par moment, quand les résultats sont pas là, on est tous en colère, on est tous découragés. On se dit, je suis sûr que tout le monde à un moment donné s'est dit, moi j'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre. Ouais, puis la semaine suivante on repart parce que c'est obligé. On a une culture telle du foot quand on est supporter des Verts que bah, la semaine suivante on repique au truc. Et depuis 76, justement, est-ce qu'il y a des périodes qui t'ont enthousiasmé particulièrement ou à l'inverse, dépité? Ah bah alors enthousiasmé, il y a la période où il y avait Platini, 79-81. Puis bien plus tard, la période 2013, quand il y avait Obama, Brandao, Guilavogui, Zouma, Goulam, et là où cette équipe qui va gagner la Coupe de la Ligue. Et puis bah, des périodes qui m'ont foutu en l'air. Il y a 1984 qui est la première descente que je connais. Il y en avait déjà eu une, mais j'étais pas né. La première descente que je connais en deuxième division, parce que ça c'est la preuve vraiment tangible que des gens peuvent balancer aux orties ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Parce que finalement, qu'est-ce qui crée en 1984 la descente? C'est une histoire de caisse noire. Pour résumer, des gens, là, il y avait de l'argent qui commençait à rentrer dans le foot, et puis, ben, il y a des dirigeants qui ont
détourné une certaine partie de l'argent et des joueurs qui en ont profité. Et ça, je trouve incroyable qu'on ait pu détruire le club à ce moment-là, à cette période-là. Ça s'est reconstruit après, mais je veux dire, euh, si la caisse noire n'avait pas existé, il est possible que on ait pu continuer dans les années 80 à performer. Donc ça m'avait vraiment foutu en l'air. Et 1984, c'est ma deuxième séance de pleurs à cause des Verts, hein. Il y en avait eu une précédente en 77, mais celle-là, elle est particulièrement marquante. Tu es toi-même avocat aujourd'hui. Est-ce que du coup tu t'es intéressé à cette affaire? Bon, tu as ton opinion là-dessus, tu viens de nous la donner, mais est-ce que tu t'es intéressé à ce qui s'est passé pour essayer de comprendre justement? Oui, je me suis intéressé à ce qui s'est passé. Alors bon, en tant qu'avocat, on est censé avoir une certaine forme de compréhension. Mais, mais si vous voulez, si je me place du côté, j'ai plus de compréhension et de facilité à me placer du côté des supporters qui allaient voir les matchs tous les week-ends, qui voyaient les matchs de Coupe d'Europe, et d'un seul coup, on leur a cassé leurs jouets. Donc, que les gens aient voulu profiter de la vie. Bon, ok, moi je peux le comprendre, surtout qu'à l'époque, on connaissait pas encore, hein, tout ce qui était question d'argent dans le football. C'était vraiment très très moderne pour l'époque. Euh, mais les gens qui ont fait ça se rendent pas compte à quel point ils ont fait du mal. Et je le comprends, comme je te l'ai dit, d'autant moins que c'est ce qu'ils avaient construit eux. C'est eux qui ont contribué à le faire monter et c'est eux qui ont contribué à le faire descendre quelque part. J'ai du mal à comprendre. Je passe à tout à fait autre chose. J'ai lu que tu avais découvert Geoffroy Guichard assez tard. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Oui, je l'ai découvert sur le tard. C'est assez scandaleux. Je suis très en colère après moi, hein, ça c'est sûr. Alors il y a deux souvenirs. Le premier qui est anecdotique, c'est que c'était un match Saint-Étienne-Caen et que Romain Amouma, que j'apprécie beaucoup, jouait dans l'équipe adverse. Ça c'était amusant. Le second souvenir, va beaucoup plus intéresser les gens, c'est que à un moment donné, donc quand j'arrive la première fois dans le stade, je suis encore en lice dans le jeu et un photographe me reconnaît et il me dit oh, on va faire une photo sur la pelouse. Donc personne n'était encore là et donc je suis allé sur la pelouse. Et ceux qui ont suivi le football dans les années 80, je vais dire, que se rappelle quelqu'un qui s'appelait Francis Borrelli, qui était président du PSG et qui avait pour habitude d'embrasser la pelouse du parc chaque fois qu'il y avait un match. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, sur l'une des photos, j'ai embrassé la pelouse de Geoffroy Guichard. Et quand je me suis relevé, il y a eu quelques applaudissements dans les travées. C'était fabuleux. Bon, puis après, évidemment, ça, je vais pas être original, mais il n'y a pas lieu de l'être. C'est l'ambiance de Geoffroy Guichard, les copes qui se répondent quand on est de part et d'autre comme ça. On a une stéréo magnifique. Il y a une acoustique incroyable dans ce stade. Et c'est vrai que chaque fois que j'entendrai parler qu'il y a des travaux dans le stade, j'ai toujours avoir envie de leur dire faites gaffe à l'acoustique parce que elle est incomparable. Et même maintenant, bon bah maintenant que j'y suis allé, chaque fois quand il y a du public, vivement que ça revienne, chaque fois que j'entends ça, je me dis ah oui non, je pense que je pourrais reconnaître Geoffroy Guichard sans qu'on me dise que c'est lui quoi. Il y a une telle acoustique on peut pas se gourer, c'est pas possible. Tu as eu l'occasion de revenir depuis? Oui, 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 j'ai fait beaucoup plus de matchs maintenant. Euh, et bon, j'ai vu des matchs. Bah, juste après la Coupe de la Ligue, justement gagnée, j'y suis retourné 3 à 4 jours après. C'était un match contre l'AC Ajaccio. Et il y a eu la présentation de la Coupe de la Ligue dans le stade. Là, j'avais les poils dressés, hein. C'était une émotion incroyable, incroyable. Et avant cette première à Geoffroy Guichard, est-ce que tu avais pu voir les Verts dans d'autres stades, je sais pas, peut-être en région parisienne ou dans le nord de la France? Absolument. Ouais, je les avais vus à Boer, le stade de Saint-Ouen.
C'était assez amusant de voir ça, de voir les Verts jouer dans un stade et comme ça, comme le stade de Saint-Ouen, qui est un stade assez petit, mais bourré de charme. Et bon, c'est pas un bon souvenir au niveau du résultat puisque Saint-Étienne avait perdu. En revanche, il y a eu un Red Star Saint-Étienne au Stade de Bien France. sûr. Peut-être des gens s'en souviennent. C'est l'équipe entraînée par Nouzaret qui va remonter en D1 en 1999. Et là, c'est ma première au Stade de France. C'était pour voir les Verts. Je crois que c'était un très 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 bon signe. Oui, bah, d'ailleurs, on en a parlé il y a assez peu de temps avec Lucien Métomo dans un précédent Ah ben podcast, voilà, auteur d'un but formidable ce jour-là. exactement. Oui, oui, oui. Ah oui, non, au Stade de France, c'est fabuleux. Puis, il y avait que des événements incroyables dans cette histoire, puisqu'il y avait aussi, il y a Patrick Revel qui doit aller dans les buts, Oui. puisqu'à l'époque on prévoyait pas le gardien remplaçant et le gardien se blesse et donc c'est Revel qui est dans les buts et il s'en sort très bien. De façon générale, alors pratiquement tout le monde est privé de l'expérience stade en ce moment, Covid oblige. Par rapport à toi qui as l'habitude d'écouter les matchs à la radio, c'est une expérience que tu aimes, justement, d'aller au stade, de sentir les choses de plus près encore? Oh, bien sûr, oui, oui, oui. Oui, non, c'est assez curieux hein, cette histoire hein, d'absence de public dans les événements sportifs. Enfin, entendre à la radio, limite entendre le coach parler, il y a quelque chose de pas normal. Donc effectivement, se retrouver au stade, alors moi j'ai un dispositif assez précis, hein, c'est-à-dire que je vais me mettre dans ma tribune et puis je vais mettre la radio et je vais profiter à la fois de l'ambiance du stade et puis de l'ambiance radio. Alors même s'il y a un petit décalage, que la radio a un petit temps de retard, euh, bah c'est sympa de voir par exemple quand les Verts vont marquer, qu'on va se lever et puis que je vais avoir la description du but après à la radio. Ça a quelque chose d'assez amusant. Mais, euh, mais moi, dès que ce sera possible, je vais y retourner. Hein. Comment le supporter que tu es vit cette saison assez particulière entre les stades vides, bon, on l'a dit, et puis la situation sportive de la Saint-Etienne qui connaît une saison quand même très compliquée? Comment tu vis tout ça, toi? Bah, c'est assez difficile. C'est marrant parce qu'à l'heure où on se parle, on est à un moment où il y a encore il y a une dizaine de jours, on était au fond du seau avec l'histoire du 5-0 pris à Saint-Étienne contre l'OL. Et là, on a une espèce de petite parenthèse enchantée, j'ai envie de dire, entre samedi dernier où il y a eu une explication de bon ton entre les supporters et les coachs, le coach et les joueurs, pardon, et puis la victoire de Nice et un mercato qui me paraît assez intelligent. Donc, tu m'aurais posé la question samedi dernier, je t'aurais dit que j'étais très pessimiste quant à la capacité de se maintenir. Et là, j'ai eu le sentiment que, supporters compris, les gens avaient un peu pris leurs responsabilités et qu'on commençait je vois les choses un petit peu autrement. Ce qui m'inquiète quand même, ça reste les finances parce que ça, on n'a pas beaucoup d'informations et je suis très très inquiet pour la SSE quant à la capacité de garder des finances saines et un risque vraiment de dépôt de bilan. Ça me fait très très peur. Maintenant, il y a une réponse des joueurs sur le terrain. Donc ça serait ça serait de nature à me rassurer, notamment avec Debuchy qui me paraît vouloir prendre un peu les clés du camion. La personnalité, les choix de Claude Puel font beaucoup parler avec ce projet peut-être contraint à tourner autour des jeunes. Quel est ton avis sur cette politique? Bah, mon avis, c'est que c'était à coup sûr une politique intéressante il y a quelques années
D'abord parce que c'est un petit peu dans l'ADN du club de faire monter des groupes comme ça, et qu'on avait en plus, on a un groupe qui a gagné la Gambardella, donc ça fait sens. Et puis ensuite parce que Puel avait déjà l'expérience de ce genre d'aventure ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est encore une fois les finances et le fait que oui, nos présidents ont été contents de prendre Puel, surtout Romillet, mais sauf que dès qu'il y a eu l'occasion de vendre Saliba et Fofana, qui finalement ne totalisent en moyenne que 16 ou 17 matchs pour le club, et ben on les a vendus. Ce qui fait que quand vous avez un projet jeune et qu'on se dit que les prochains, ça va peut-être être Camara, Mouefek ou Gourna qui vont partir parce qu'on aura des offres intéressantes, j'ai envie de dire comment on peut faire pour avoir un projet comme celui-là, comment on peut le faire durer. C'est ça qui, le projet est bon, mais est-ce qu'il est viable encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire encore ça de nos jours? J'ai un sérieux doute sur le sujet. Ton avis, tu le donnes régulièrement dans les colonnes de But Synthé. C'est un exercice que tu apprécies? Oui, c'est un exercice que j'apprécie, mais je dois quand même dire une chose, c'est que j'ai décidé de changer mon style dans ces derniers mois. C'est-à-dire qu'avant j'avais un style assez incisif qui pouvait être un peu bourrin à la toute proportion gardée, hein, à la Pierre Ménès. J'ai décidé d'être un peu différent, d'abord de soigner un petit peu plus la manière d'écrire. Ça c'est mon amour de la littérature. Encore une fois, toute proportion gardée, mais j'essaye de trouver ça. Et aujourd'hui, j'ai choisi un style épistolaire, c'est-à-dire que j'écris des lettres ouvertes à des personnes, à des groupes de personnes. Donc ça peut être au coach, ça peut être à un joueur, ça peut être à mes copains supporters, ça peut être voilà. Et je trouve que justement en étant moins gueulard, on est plus constructif et j'aime bien ça. Aujourd'hui, j'ai retrouvé du plaisir à écrire justement parce que j'ai trouvé ce style plus apaisé. Et c'est un exercice que tu te vois continuer longtemps? Ah bah tant qu'on voudra bien de moi, moi je continue. Hein. Actuellement j'ai quelqu'un qui, en l'occurrence Laurent S, qui me demande régulièrement d'écrire. Donc moi c'est avec grand plaisir que je le ferai. Et puis même à la limite, si j'ai l'occasion de faire des chroniques pour des radios ou pour vous créer ma propre émission, pourquoi pas. Ça c'est quelque chose que je vais développer. Oui, je continuerai. Mais tu vois, c'était la dernière question sur laquelle je voulais terminer parce que j'avais lu qu'à une époque tu avais espéré garder un pied dans les médias, alors peut-être plutôt le divertissement, l'animation. Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'on va te voir ou te revoir dans un jeu ou une autre émission, quelle qu'elle soit? Sur le plan de l'animation à proprement parler, je pense que ça va plutôt se faire. J'ai des envies et je suis en train de préparer des idées d'émissions, mais qui seraient plus en effet fondées sur soit des interviews, soit des émissions sur l'histoire de la musique pop ou des choses comme ça. En revanche, oui, on va me voir début mars dans Question pour un champion. C'est un jeu que tu avais déjà fait, non, il me semble? Ouais, je l'ai fait en 2009 et donc là, j'y retourne cette année. J'avais gagné 3 fois en 2009. J'espère faire aussi bien. Bon, bah écoute, on te suivra à cette occasion. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir discuter de foot avec toi. Et merci à toi, Franck. Et puis on se dit à bientôt. À très très bientôt. Merci à Dominique pour sa disponibilité et à vous de l'avoir écouté partager sa passion. Comme toujours, vous savez que vous pouvez aider le podcast en partageant son lien à vos proches et sur vos réseaux sociaux, mais aussi en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous souhaitez débattre, faire des remarques ou donner des idées, direction Facebook, Twitter et Instagram, ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com. À bientôt.